Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la chaîne du droit public financier consacrée à la performance de l'administration du point de vue du contribuable. Cette vidéo a été réalisée par Elhoussen Faskar, étudiant en master de finance et fiscalité publique, promotion Cambon, année universitaire 2024-2025, ainsi qu'Adlil Mounastri et Christian Samaniego Quito, étudiant en master de droit public général et contentieux public de Bienvenue l'université. sur DAF TV, votre destination pour tout ce qui concerne les finances publiques. Bonjour à toutes et à tous, nous vous présentons aujourd'hui notre projet vidéo « La performance de l'administration, le point de vue du contribuable ». Il convient d'abord de connaître la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Elle a été adoptée dans le contexte de besoins de modernisation et de rationalisation de la gestion publique en France. L'ordonnance de 1959, qui régissait jusque-là les finances publiques, montrait ses limites face aux exigences croissantes de transparence, de responsabilité et d'efficacité dans l'utilisation des fonds publics. La LOLF est ainsi venue remplacer ce cadre ancien avec pour ambition de transformer la gestion des finances publiques en passant d'une logique de moyens à une logique de résultats. En effet, le processus d'adoption de la LOLF a été marqué par une volonté de rendre l'État plus performant et plus transparent. Ce changement a été largement inspiré par le New Public Management, un mouvement apparu dans les années 80 dans les pays anglo-saxons, qui prônait l'adoption de techniques de gestion du secteur privé pour améliorer l'efficacité du secteur public. Cette logique d'objectifs et de résultats est illustrée par des indicateurs annexés aux différentes lois de finances. Ces indicateurs de performance, introduits avec la LOLF de 2001, permettent de mesurer les résultats des actions publiques en fonction des objectifs fixés. Pour faire court, la loi de finances de chaque année liste les missions à accomplir subdivisées en programmes ou dotations. Des documents budgétaires sont donc annexés au projet de loi de finances afin de se projeter sur l'année. Et chaque ministère, dans ses projets annuels de performance, doivent représenter des indicateurs qui rendent compte des objectifs assignés à ces programmes budgétaires. Chaque programme a son PAP. Les rapports annuels de performance évaluent ensuite de manière rétrospective si ces objectifs ont été atteints. Ils sont annexés chaque année au projet de loi portant approbation des comptes, soit clôturant l'année, et contribuent ainsi à l'évaluation des activités de l'administration, la transparence et à la responsabilisation de la gestion publique. Les indicateurs sont également essentiels pour le contrôle parlementaire et pour informer les citoyens sur l'utilisation de leurs impôts. Le Parlement a à sa disposition les PAP et RAP afin de vérifier les rapports entre objectifs et résultats obtenus au cours de l'année et en tirer des conclusions sur l'utilisation des crédits. Ces informations doivent alors permettre aux parlementaires de réorienter les crédits en conséquence. De plus, en rendant publics les résultats obtenus, l'administration renforce la confiance des contribuables et légitime son action. Cependant, pour que les indicateurs soient vraiment utiles, ils doivent être clairs, compréhensibles et refléter fidèlement les réalités du terrain. Ainsi, la question de la performance de l'administration publique, du point de vue des contribuables, constitue un enjeu central dans l'évaluation des politiques publiques en France. Toutefois, évaluer la perception de cette performance du côté des contribuables soulève plusieurs problématiques complexes, allant de la compréhension des indicateurs de performance à la prise en compte des attentes spécifiques des contribuables par les parlementaires en tant que financeurs de l'action publique. Poursuivons par des éléments de définition essentiels. Il faut différencier les trois catégories de points de vue visés par les indicateurs: le citoyen, l'usager et celui qui nous intéresse aujourd'hui, le contribuable. Ces points de vue sont indiqués dans les documents budgétaires en haut de chaque tableau comparatif. Le citoyen est avant tout un membre de la communauté politique. Il est concerné par l'efficacité des politiques publiques d'un point de vue socio-économique. Il s'attend à ce que les actions de l'État améliorent globalement le bien-être collectif, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'éducation ou encore de la santé. Ensuite, l'usager est celui qui bénéficie directement des services publics. Contrairement aux contribuables, dont la relation avec l'administration est principalement financière, ou aux citoyens dont l'approche est plus globale et éthique, l'usager se concentre sur l'efficacité et la qualité des services rendus par l'administration. Enfin, le terme contribuable désigne en premier lieu toute personne physique ou morale qui est redevable d'un impôt, que ce soit un impôt sur le revenu, sur les sociétés, sur la consommation ou toute autre forme de prélèvement obligatoire. En France, le contribuable joue un rôle central dans le financement des politiques publiques et son rapport avec l'administration fiscale est marqué par une relation de droits et d'obligations. Cependant,
Au-delà de ce rôle économique, le contribuable est aussi un acteur politique. En payant ses impôts, il participe au contrat social qui lie les citoyens à l'État, financé par les recettes fiscales. Il est principalement préoccupé par l'efficience de la gestion des fonds publics. La perception de la performance de l'administration par le contribuable est donc intimement liée à la légitimité et à l'efficacité de l'utilisation de ces contributions financières. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est le coût. Comme l'illustre ce graphique issu des données de la performance de 2021, la répartition des indicateurs de performance entre 3 catégories de points de vue est inégale. Ce déséquilibre révèle que le citoyen est considéré comme la voiture balai des indicateurs, c'est-à-dire qu'une grande majorité des indicateurs se concentrent sur lui. Les indicateurs axés sur les besoins du citoyen servent à combler les lacunes des autres catégories. Ainsi, comme expliqué précédemment, les projets annuels de performance sont des documents annexés aux lois de finances qui représentent les objectifs de chaque programme budgétaire pour l'année à venir, ainsi que les indicateurs de performance qui seront utilisés pour mesurer leur atteinte. Ces documents constituent un élément central du dispositif introduit par la LOLF, visant à rendre la gestion des finances publiques plus transparente et orientée vers les résultats. Chaque PAP contient une description des missions et des programmes, les objectifs assignés à chaque programme, les moyens alloués pour les atteindre, ainsi que les indicateurs retenus pour évaluer les résultats. L'objectif est de fournir une vision claire et prospective des actions publiques en associant les crédits budgétaires à des objectifs de performance précis. Ainsi, les PAP servent de feuille de route pour les administrations, tout en permettant au Parlement et aux citoyens de suivre la manière dont les ressources publiques sont utilisées. Les PAP jouent également un rôle crucial dans le processus de responsabilisation des gestionnaires publics. En fixant des objectifs précis, ils créent une obligation de résultat pour les administrations qui doivent ensuite justifier l'utilisation des ressources allouées en fonction des résultats obtenus. Comme introduit en début de vidéo, les rapports annuels de performance sont quant à eux des documents publiés en fin d'exercice, qui évaluent l'atteinte des objectifs fixés dans les PAP. Ce rapport permet de voir la progression des administrations au fil des ans, en présentant les mêmes tableaux que les PAP, complétés par les données de l'année. Il présente une analyse rétrospective des résultats obtenus en comparant les performances réelles aux objectifs initiaux. Les RAP sont donc essentiels pour la transparence de l'action publique car ils permettent de rendre compte des actions des administrations devant le Parlement et devant les citoyens. Ces rapports contiennent des informations détaillées sur les dépenses effectuées, les actions menées et les résultats obtenus. Ils sont également accompagnés d'explications sur les écarts éventuels entre les objectifs et les résultats, permettant ainsi d'identifier les défis rencontrés et les mesures correctives à envisager. En ce sens, les RAP ne sont pas seulement des outils d'évaluation, mais aussi des instruments de communication, destinés à renforcer la confiance des citoyens dans la gestion des finances publiques. Ces deux types de documents offrent aux parlementaires des outils pour évaluer la performance des politiques publiques et ajuster les budgets. Ils instaurent une véritable culture de résultats dans l'administration publique, en fournissant une vision claire des actions entreprises et des résultats obtenus. Le droit d'amendement des parlementaires joue un rôle essentiel dans ce processus. En s'appuyant sur les résultats des RAP, ils peuvent réaffecter les crédits, réviser les objectifs ou ajouter de nouveaux indicateurs. C'est ce qu'on appelle le chaînage vertueux. Cela permet d'améliorer l'efficience de la gestion publique tout en rendant le processus budgétaire plus transparent et aligné sur les priorités des citoyens et des contribuables. Cependant, des critiques récurrentes soulignent la voluminosité et la complexité des PAP et RAP, rendant difficile une analyse approfondie par les parlementaires. La Cour des comptes déplore que ces documents soient souvent utilisés de manière formelle, sans réel impact sur les décisions budgétaires. De plus, certains indicateurs d'efficacité sont jugés déconnectés des réalités opérationnelles ou influencés par des facteurs externes comme la conjoncture économique ou encore la météo. De plus, les amendements, bien qu'utiles pour les ajustements ponctuels, ont un effet limité sur les grandes orientations budgétaires. L'article 40 de la Constitution impose des contraintes strictes empêchant les augmentations de dépenses publiques ou les baisses de recettes sans compensation. Ces restrictions limitent les marges de manœuvre des parlementaires, rendant difficile une modification structurelle des programmes ou des indicateurs. Cependant, pour surmonter ces critiques, des propositions ont été faites pour recentrer les RAP et les PAP sur des indicateurs d'efficience, directement liés à la gestion des programmes publics.
Cela rendrait ces documents plus pertinents et exploitables, offrant aux parlementaires une meilleure base pour ajuster les crédits et les politiques publiques. Après avoir exploré l'importance des PAP et RAP, il convient de s'intéresser au terrain et donc de se pencher sur des indicateurs de performance qui évaluent les programmes publics du point de vue des contribuables afin de fournir aux parlementaires les outils nécessaires pour analyser et ajuster les politiques publiques. Passons donc à nos études de cas pour vérifier la pertinence des indicateurs de performance. Avant de se pencher sur les détails techniques des indicateurs de performance, il m'apparaît important de voir les ressources et le coût de l'administration centrale dans son ensemble. Tout d'abord, ici, nous allons évoquer uniquement l'administration centrale publique. Cette dernière comprend l'État et les organismes divers d'administration centrale, appelés les ODAC. Donc, les administrations publiques territoriales et hospitalières ne sont pas incluses dans cette vidéo. Comme vu précédemment, l'existence d'une administration dépend de l'existence de l'imposition. Il est essentiel de voir le financement de budget de l'État et les dépenses dans l'administration centrale avec du recul. Pour vous donner une petite idée, en 2023, les prélèvements obligatoires représentaient 43,2% du PIB, comme vous pouvez le voir sur ce graphique réalisé par l'INSEE. Concernant les dépenses liées à l'administration, selon l'INSEE, en 2023, les dépenses des administrations publiques centrales françaises ont représenté 665,7 milliards d'euros, soit une hausse de 1,2%. Ces dépenses dans les administrations publiques centrales représentent environ 29,1% du PIB brut. Cela signifie que pour 100 euros de richesse produite en France en 2023, 29,1 euros ont été dépensés par l'administration centrale. Dans ce contexte trouble de déficit, notamment avec la crise sanitaire de 2020, le déficit des administrations centrales s'établit à 157,2 milliards d'euros en 2023 selon l'INSEE. Tout d'abord, on va se pencher sur des exemples concrets d'indicateurs pérennes dans le temps. Le premier exemple est l'indicateur coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales dans la mission Administration générale et territoriale de l'État, programme 232 concernant la vie politique, culturelle et associative. Cet indicateur est un indicateur très utilisé depuis la mise en place des indicateurs par la loi organique relative aux lois de finances en 2006. Le caractère politique et financier de cet indicateur est très intéressant à étudier du point de vue du contribuable. Cet indicateur donne un aperçu des coûts des élections en France pour la période 2003 à 2006, en mettant en évidence les variations de coûts entre les différents types d'élections et les années. Par exemple, en 2004, le coût d'un électeur pour des élections européennes était de 3,03 € pour les contribuables. En 2006, le coût est de 0 € pour les élections cantonales, régionales et européennes, indiquant qu'aucune élection de ce type n'était prévue cette année-là. En 2024, pour les contribuables, le coût moyen des élections municipales est estimé à 3,53 € par électeur inscrit pour 2026. Le coût réel des élections départementales était de 3,37 € par électeur inscrit en 2021. Les intérêts de cet indicateur et de sa pérennisation sont nombreux. Il permet de mesurer l'efficience de l'organisation des élections. Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité des dépenses publiques consacrées à l'organisation des élections. En suivant l'évolution du coût moyen par électeur, il est possible d'identifier les gains d'efficience réalisés et les pistes d'amélioration possibles. Il assure la transparence et la responsabilisation. En effet, l'indicateur rend compte de l'utilisation des fonds publics alloués à l'organisation des élections. Il permet aux citoyens et aux institutions de contrôle de suivre les dépenses et de s'assurer qu'elles sont maîtrisées. Il contribue à la transparence de la gestion publique et à la responsabilisation des acteurs en charge de l'organisation des élections. Enfin, il permet d'améliorer la gestion des élections. Le suivi de cet indicateur permet d'identifier les sources de dépenses importantes et de mettre en place des mesures pour les optimiser. Cet indicateur prend une autre dimension dans cette période post-élection législative anticipée de juin et de juillet 2024. D'après les dernières estimations, la dissolution de juin 2024 et les élections législatives ont coûté environ 165 millions d'euros aux contribuables, avec entre autres le licenciement des collaborateurs de l'Assemblée nationale et bien d'autres dépenses non imprévues. Après avoir vu les exemples des indicateurs pérennes dans le temps, on peut se pencher sur les indicateurs qui ont vu le jour, ainsi que les raisons de leur naissance. Concernant l'exemple d'un indicateur supprimé dans les rapports annuels de performance, l'indicateur portant sur l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, du point de vue du contribuable, est intéressant à analyser. Cet indicateur présente des données sur le pourcentage de contrôle réprimant les fraudes fiscales les plus graves. Il fait partie d'un rapport de la mission gestion des finances publiques qui suit l'objectif de renforcer la lutte contre la fraude fiscale.
Dès ces premières années, les données sont présentées pour les années 2004 et 2008. On observe une augmentation du pourcentage de contrôles entre 2004 et 2005, suivie d'une diminution en 2006. Cet indicateur est un des premiers à être mis en place depuis l'application des objectifs de performance de la loi organique relative aux lois de finances de 2001, entrée en vigueur en 2006. On le retrouve dans les rapports annuels de performance jusqu'en 2017. En effet, cet indicateur de l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale a été supprimé après 2017 pour les contribuables, mais existe toujours pour les indicateurs des citoyens et des usagers. Il est donc légitime de se questionner sur les raisons de sa suppression. Il n'y a pas de réponse précise, mais seulement des hypothèses. Premièrement, la suppression peut être simplement un choix politique. Dans ce graphique, on peut voir une baisse des contrôles et des succès des contrôles de fraude fiscale. La suppression peut donc être justifiée par une difficulté d'atteindre les objectifs fixés chaque année. La suppression peut également être justifiée par un manque de pertinence de cet indicateur dans les rapports annuels de performance, puisque cet indicateur existe toujours pour les usagers et les citoyens. Peu importe la raison de la suppression, cet indicateur avait une légitimité importante pour les contribuables, puisque ce sujet est toujours d'actualité. Pour comprendre l'importance des indicateurs de performance, commençons par un exemple historique et central dans la politique énergétique française, l'efficience du fonds de chaleur renouvelable. Maîtriser la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables sont au cœur des priorités énergétiques de la France. L'ADEME, ou Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a pour mission de financer des projets permettant de réaliser des économies d'énergie et de produire de la chaleur à partir de sources renouvelables. L'indicateur efficience du fonds de chaleur renouvelable a été introduit pour mesurer l'efficacité du fonds chaleur, un dispositif mis en place en 2009 dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Il vise à soutenir des technologies telles que la biomasse, la géothermie et le solaire thermique. Quelques années après sa création, cet indicateur a été intégré au projet annuel de performance annexé au PLFI, devenant un outil central pour suivre l'impact des politiques publiques en matière de transition énergétique. Depuis son introduction, l'indicateur a évolué pour refléter les changements dans les objectifs du fonds chaleur. Les méthodes de calcul ont été affinées pour mieux évaluer l'impact réel du fonds investi et pour s'adapter à l'augmentation progressive des objectifs de production de chaleur renouvelable. Dans le PAP 2024, cet indicateur permet d'évaluer d'abord les rapports entre le fonds investi et la quantité de chaleur renouvelable produite, puis l'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et finalement la contribution aux objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable. Depuis sa création, le Fonds Chaleur a permis de lancer plus de 7100 projets d'investissement, injectant 12,4 milliards d'euros dans l'économie. Selon la Cour des comptes, le dispositif est particulièrement performant, avec un coût moyen de 7,1 euros MW par heure, basé sur une durée de vie de 20 ans des équipements financés. Le Fonds Chaleur a véritablement accéléré la transition énergétique en France. Depuis 2009, il est au cœur d'une révolution énergétique verte, soutenant des projets ambitieux et contribuant à une économie plus durable. L'indicateur efficience du fonds de chaleur renouvelable a marqué une étape importante dans le développement des énergies renouvelables en France. Aujourd'hui, les enjeux de la transition énergétique s'élargissent pour inclure la mobilité durable. Passons à un indicateur récent, visant à encourager l'adoption des véhicules électriques grâce au crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge. Comme vous le savez, le changement climatique n'est plus une menace lointaine. C'est une réalité qui affecte notre vie quotidienne. Face à ces défis, la France a fixé des objectifs ambitieux. Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, protéger notre biodiversité et assurer notre indépendance énergétique. Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place le programme 174, Énergie, climat et après-mine. Ces objectifs, réduire les émissions de CO2 des nouvelles voitures, maîtriser notre consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables.
Mais comment atteindre ces objectifs concrètement? La France vise une réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Une des solutions est d'encourager l'achat de véhicules moins polluants. Pour cela, le gouvernement a mis en place un crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Maintenant, la question est, comment savoir si cette mesure fonctionne vraiment? C'est là que l'évaluation des politiques publiques entre en jeu. Des indicateurs précis, comme le nombre de contribuables ayant bénéficié du crédit d'impôt, permet de mesurer l'efficience de ces actions. Voyons cela en détail. L'indicateur 1.4 du projet annuel de performance concerne le nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Introduit récemment, il reflète les efforts de l'État pour promouvoir la transition énergétique dans le secteur automobile. Cet indicateur a été créé dans le cadre des efforts du gouvernement français pour encourager l'installation de bornes de recharge électriques à domicile. Cette mesure fiscale, instaurée par la loi des finances pour 2021, est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Cet indicateur a été intégré au projet annuel de performance à partir de l'exercice budgétaire 2022, marquant le début de son suivi complet dans les documents de performance publique. Depuis sa création, cet indicateur permet de mesurer l'efficacité de la mesure fiscale. Il évalue à la fois l'adoption des véhicules électriques par les particuliers et le développement de l'infrastructure de recharge privée en France. La création de cet indicateur s'inscrit dans une stratégie plus vaste visant à réduire les émissions de CO2, encourager l'adoption des véhicules électriques et développer une infrastructure de recharge adaptée. Bien que récent, cet indicateur joue un rôle clé dans le suivi de la transition énergétique du secteur automobile. Avant de terminer cette vidéo, il est intéressant de voir la réalité de la question de la performance sur le terrain. En effet, la théorie est intéressante, mais qu'en est-il dans la pratique? Il est légitime de se poser des questions sur comment un indicateur de performance est élaboré. Quelles sont les limites? Et bien d'autres questions. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir les réponses à toutes ces questions grâce à un professionnel qui connaît très bien le terrain. Monsieur Autier est contrôleur de gestion au sein de la préfecture du Nord. Il va nous expliquer avec des exemples concrets l'indicateur dans la mission Administration générale et territoriale de l'État. Programme 354 Administration territoriale de l'État. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le contrôle de gestion à la préfecture et plus précisément pour le programme 354 Administration territoriale de l'État? Le contrôle de gestion vise à suivre et améliorer la performance de nos services. Concrètement, nous suivons des indicateurs de performance pour différents domaines comme la sécurité, l'immigration, le logement, etc. Par exemple, nous surveillons le nombre d'expulsions locatives, le délai de délivrance des titres de séjour ou encore le taux d'utilisation des dispositifs de prise d'empreinte. D'accord. Mais comment ces indicateurs de performance le sont-ils mesurés? Nous utilisons un logiciel spécifique, Data ATE, qui nous permet de collecter et d'analyser les données. Ce logiciel nous permet de comparer nos performances avec celles des autres départements. Nous avons également développé des outils de suivi à l'échelle locale, comme par exemple pour le suivi des demandes de CNI et de passeport. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'indicateur et de son utilisation? Prenons l'exemple des titres de séjour. Nous suivons chaque mois le délai de traitement des premières demandes, qui doit être de 90 jours, et celui des renouvellements, qui doit être de 45 jours. Si nous constatons un dépassement de ces délais, nous analysons les causes et mettons en place des actions correctives. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre du contrôle de gestion? Nous rencontrons plusieurs difficultés. Tout d'abord, il peut être difficile d'avoir des logiciels fiables et performants. ANEF qui tombait beaucoup en panne à ses débuts. Ensuite, il faut adapter les indicateurs nationaux aux spécificités locales. En effet, toutes les préfectures n'ont pas le même poids ni le même nombre d'usagers. La préfecture du Nord est une des plus grandes préfectures de France et parfois la comparaison avec d'autres préfectures plus rurales, entre guillemets, sont faussées. Les agents sur les terrains peuvent-ils transmettre des suggestions pour d'éventuels indicateurs au gouvernement? Non. Les indicateurs sont imposés au niveau national, mais il existe une initiative locale. Cette dernière permet de comparer les données entre différents départements d'une même région.
Nous avons par exemple plusieurs logiciels Data Reporting, qui nous permet de comparer les données avec les autres départements. Quelles sont les perspectives d'évolution du contrôle de gestion à la Nous préfecture? souhaitons améliorer la mutualisation des ressources humaines et des logiciels entre les différents ministères. Cela permettrait de gagner en efficience et de faciliter le suivi des performances. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur DAF TV, l'île des finances publiques. Vidéo produite par Elousen, Adeline et Christiane. Remerciements à l'invité spécial, Monsieur Autier. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt sur l'île des finances publiques.